La Commission athlétique présente Louis Hudson going to Las Vegas. Washington, D.C. Les Visiteurs, le podcast Los Angeles, California. Welcome to Atlanta. avec Greg Lanctot. Bienvenue, la plus cordiale des bienvenues dans ce tout premier épisode du nouveau podcast Les Visiteurs. Ici Greg Lanctot, ça va être un plaisir de vous amener avec moi dans des destinations sportives, vous faire découvrir les villes de sport partout à travers l'Amérique du Nord, partout à travers le monde. Et on commence ça de grande façon, de brillante façon, en s'en allant à Los Angeles, visiter le Crypto.com Arena, qui est bien sûr le domicile d'une de mes équipes de sport favorites, les Kings de Los Angeles. On s'entretient avec des personnes très, très importantes de ce marché de sport, comme on le fera d'ailleurs dans chacun des épisodes des Visiteurs. Et cette semaine, pour l'épisode de Los Angeles, on commence par recevoir le nouveau joueur étoile des Kings, Pierre-Luc Dubois, qui a joué dans plusieurs autres marchés. On discute avec lui de ce que c'est la vie à Los Angeles, de ce qu'est la différence entre les autres marchés avec lesquels il a évolué un petit peu plus tôt dans sa carrière, mais surtout, vous ne croirez jamais quel était le premier événement auquel il a assisté en tant que spectateur à Los Angeles au Crypto.com Arena. Alors, ne manquez pas ça. Par la suite, on reçoit le président de l'équipe, l'ailier gauche le plus prolifique de l'histoire de la Ligue nationale, le joueur qui est au temple de la renommée également, Luc Robitaille, qui s'assoit avec nous autres pour jaser de ce que c'est de bâtir le hockey en Californie et d'ailleurs de quelle est la plus grande rivalité avec les Kings et comment ça se compare à travers les rivalités les plus féroces dans la Ligue nationale. On parle aussi de la très controversée statut de Dustin Brown. C'est un sujet que je voulais aborder avec lui et j'ai bien hâte de vous présenter sa réponse d'ailleurs. Par la suite, on reçoit Russell Morgan, un journaliste qui était un fan des Kings avant de travailler dans les médias, qui va pouvoir nous parler de son enfance et de comment les Kings ont évolué dans les dernières années, l'impact des Coupes Stanley également dans le paysage sportif dans le sud de la Californie. Et finalement, un joueur qui en a gagné une coupe, la toute première de l'organisation. Et c'est Jonathan Bernier qui se joint à nous pour jaser de tout ça. C'est en toute fin d'émission. Par la suite, on va terminer chacun des épisodes, ça c'est important pour moi, de vous donner un système d'évaluation de chacun des stades, de chacun des arénas qu'on va aller visiter, basé sur 5 différents points. 1, le design, que ce soit intérieur et extérieur. Donc, non seulement de la façon que l'aréna est bâtie, mais est-ce qu'on peut y circuler facilement, par exemple, et tout le reste. Le confort aussi. 2, l'accessibilité. Est-ce que ce stade-là, cette aréna-là est bâti complètement à l'extérieur de la ville, en banlieue, c'est difficile de s'y rendre, il y a du trafic, ou encore une fois, tu peux faire 3 stations de métro, ou même marcher jusqu'à là-bas, et t'es déjà rendu. Un peu comme le Sandbell, par exemple, qui aurait, lui, un 10 sur 10 d'accessibilité. C'est assez facile, c'est directement au centre-ville de Montréal. 3, l'ambiance, les fans là-bas, le marché. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'organisation pour être certain de rendre l'ambiance festive aussi? Et le son également dans l'aréna qui est tellement important lorsqu'on s'en va voir un match de sport, un événement sportif. Le prix, qui sera notre 4e pôle également, le prix dans les concessions, le prix de la bière, le prix des billets, le prix des items également dans la boutique souvenir, qui est très, très, très important. Et finalement, on parlait des concessions, l'offre alimentaire sera notre 5e pôle. Ça a l'air de quoi? Est-ce qu'on peut aller là-bas et se dire, hey, on peut souper ou on peut manger de façon intéressante ou on nous sert du popcorn froid avec des hot dogs qui ont été faits une demi-journée avant et que les boissons gazeuses sont flattes. Bref, ça va nous donner des notes générales. Puis à la toute fin de la saison, on sera en mesure de se faire une espèce de système d'évaluation de notre top 3, notre top 5. Quel est le meilleur endroit pour aller voir du sport dans notre saison 1 des Visiteurs, puis la saison 2 par la suite. Mais avant qu'on fasse tout ça, c'est le tout premier épisode et je dois remercier les gens sans qui cette aventure serait complètement impossible d'être réalisée. D'abord mes patrons, Alexandre Panton, Yves Bombardier, à qui j'ai présenté cette idée-là, qui m'ont regardé et qui ont dit « Mais t'es complètement fou ». Et oui, c'était un projet de fou. Mais on a réussi et c'est pour ça que vous êtes en train d'écouter le tout premier épisode des Visiteurs. Mais on n'aurait jamais pu rendre cela possible sans aller voir nos amis de chez billets.ca qui ont décidé d'embarquer dans l'aventure avec nous.
Vous les avez entendus sur les ondes de BPM Sport, notamment. Billets.ca, soyez là. Ben oui, le partenaire de tous vos événements qui ont décidé d'embarquer dans cette aventure folle avec nous autres. Et je pense qu'ils trippent autant, sinon plus que nous autres, d'être là. Donc, merci beaucoup à Alexandre, à Yves et aux gens de billets.ca d'avoir rendu tout cela possible, mais surtout à vous, encore une fois, qui avez cliqué sur le petit bouton pour écouter ce contenu-là puis qui allez s'abonner sur les médias sociaux avec nous. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Les Visiteurs ne sera pas seulement un podcast audio. Ce sera beaucoup plus que ça. Alors, du contenu inédit vous sera présenté sur nos médias sociaux, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook également, en visuel aussi, que ce soit des bribes d'entrevues, que ce soit différents trucs qu'on a mangés, des adresses autour du stade, des visuels également, peu importe les destinations dans lesquelles on va vous présenter ça sur nos différentes plateformes de médias sociaux. Et sur YouTube également, je tiens à vous le rappeler. Alors, manquez pas ça. On va vous inviter à participer également. Ça aussi, ça va être une grosse partie intégrante des visiteurs. Vous racontez nos anecdotes, vous donnez vos commentaires, vos notes peut-être des endroits que vous avez visités également. On va se bâtir tout ça ensemble. On vous le promet. Puis le Crypto.com Arena, j'en étais pas à ma première visite. Et la première fois, j'avais beaucoup aimé. Ça détonne énormément de Montréal. Tu sais, à Montréal, tu commences le match... Le building est plein, par exemple, et ce, tout sport confondu. Mais en Californie, c'est assez différent comme vibe. Tu sais, je veux dire, on est un petit peu ce qu'on appelle fashionably late, en bon français, dans lequel les gens vont arriver peut-être en deuxième manche au baseball, vont arriver au hockey en deuxième moitié de première période. Donc, c'est cool d'arriver un peu en retard, mais moi, je vais être toujours là pour l'hymne national. Ça, c'est sûr et certain. C'est un passage qui est obligé pour moi. J'adore ce moment-là. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est comme ça. Et lors de ma première visite, ça m'avait frappé parce que je me disais, écoute, il n'y a personne au match. Mais non, finalement, tout le monde est arrivé en retard. Et dès les premiers instants du match, je vous raconte ça, c'était avant la première Coupe Stanley. J'avais été à la saison 2012. Et c'est l'année où est-ce que Drew Doughty avait signé son nouveau contrat. Et dès le début du match, aussitôt qu'il touchait à la rondelle, j'entendais les fans dire « Drew ». Alors, je me demandais si on l'encourageait ou si on le huait. Finalement, c'était le deuxième cas. On était en train de huer Drew Doughty. Alors, j'ai demandé à des fans qui étaient à côté de moi, c'était un père et son fils, j'ai dit « Est-ce que vous êtes en train de huer Drew Doughty? » Il dit « Oui. » Il a demandé à être le défenseur le mieux payé de la Ligue, puis il n'est pas le défenseur le mieux payé de la Ligue, fait qu'on l'a eu. Écoutez, moi, je viens de Montréal, puis on se fait dire qu'on est des die-hard hockey fans. Ben, je peux vous dire que nous autres, on ne le huerait pas, Drew Doughty. Alors, il a commencé à me parler de Carey Price, mais aussi, il m'a dit « Écoute, j'ai vu des matchs ici à Los Angeles, à la finale de la Coupe Stanley en 1993. On s'est mis à échanger là-dessus. J'adore aller. Et si vous me connaissez depuis quelques temps sur les plateformes de BPM Sport, vous me suivez sur les médias sociaux, vous savez, les Kings, c'est l'équipe de mon enfance. Parlant de la Coupe Stanley en 1993, subi de l'intimidation dans l'autobus quand j'étais petit. J'avais 7 ans en 1993. Et moi, je voyais tout le monde qui tripait sur les Canadiens. Moi, peut-être parce que je voulais pas faire comme tout le monde ou que j'aimais l'uniforme des Kings ou peu importe, que les joueurs, Gretzky, Robitaille, Kelly Rudy, Marty McSorley, j'étais fan de cette équipe-là. Et on a perdu la Coupe Stanley. Et mes comparses à l'école, même mes professeurs, je me souviens, ont bien fait de me le rappeler. Par contre, on s'est repris en 2012, en 2014, avec des éditions et des conquêtes qui ont été formidables. Puis on en jase pas mal de ça avec nos intervenants. Et j'ai hâte de vous partager, c'est-à-dire les impressions, notamment de Luc Robitaille et de Jonathan Bernier là-dessus. Mais d'abord, quelques faits intéressants sur le Crypto.com Arena en soi. D'ailleurs, c'est un arena qui a été construit en 1998, qui a ouvert en 1999. Si vous vous rappelez, on l'appelait le Staples Center à l'époque, dans lequel il y a plusieurs équipes qui ont passé là, mais les trois principales sont les Clippers de Los Angeles, les Lakers de Los Angeles et bien sûr les Kings. Ça a changé de nom en 2021 dans une entente de 20 ans pour 700 millions de dollars avec Crypto.com. Donc, c'est maintenant le Crypto.com Arena, qui est un petit peu plus jeune que le Centre Bell. Donc, on a ouvert en 1995-96 maintenant. Donc, depuis 1999 pour cet amphithéâtre. On peut asseoir 18 145 personnes pour les Kings. Un petit peu plus que ça pour le basketball, parce que vous savez que le court est bien sûr un petit peu plus petit. On a plein d'autres événements qui sont là. C'est un des amphithéâtres les plus occupés en Amérique du Nord, avec plus de 250 soirs par année dans lesquels on a des événements. Lors de mon passage, il y avait un concert
propriétaire de Enrique Iglesias. Vous avez vu mon mauvais accent ici, de Pitbull et de Florida le vendredi. Le samedi, les Clippers jouaient. Le dimanche après-midi, les Kings. Et les Lakers y revenaient par la suite. On a ajouté avec des rénovations dans les dernières années. On est toujours d'ailleurs en rénovation dans différents endroits de l'amphithéâtre. Tant et si bien qu'on dirait que le building est flambant neuf. Ça, c'est une propriété du Schultz Entertainment Group, qui est le groupe AEG, qui a notamment l'Arena, mais aussi qui est propriétaire du Galaxy de LA, des Kings, le Ring d'Ontario et de plein d'autres propriétés sportives et événementielles, ce qui en fait d'ailleurs le plus grand propriétaire mondial de ce type, qui n'hésitent pas d'ailleurs à réinvestir dans leur propriété, ce qui rend la chose extrêmement intéressante. D'ailleurs, le Crypto.com Arena, le Staples à l'époque, avait été bâti pour 375 millions de dollars US et depuis, on a réinvesti et on continue à le faire des centaines de millions pour la garder au goût du jour, ce qui est excessivement important dans un marché comme Los Angeles, dans lequel on a plus d'une dizaine d'équipes sportives d'envergure qui évoluent dans ce marché-là. Maintenant, parlant de ça, ça a été largement documenté l'été dernier, la venue de Pierre-Luc Dubois avec les Kings de Los Angeles. C'est lui spécifiquement qui voulait aller jouer dans ce marché-là. Je trouvais ça très important d'aller lui parler, lui qui est maintenant bien installé dans sa nouvelle équipe. Alors, on vous présente ça tout de suite. La nouvelle star de l'équipe, une des nouvelles stars de l'équipe, Pierre-Luc Dubois. Les Visiteurs, le podcast. PL, tu permets que je t'appelle PL? Ouais. PL, ici d'être dans le sud de la Californie, tu as joué à Columbus, tu as joué à Winnipeg, qui sont des marchés très différents. Maintenant, tu es dans un gros marché de la Ligue nationale, mais un marché où est-ce qu'il y a des palmiers aussi à l'extérieur de l'aréna. C'est comment d'appeler Los Angeles ta nouvelle maison? Ouais, j'ai énormément de plaisir depuis que je suis arrivé ici. Je suis venu pendant l'été au mois de juillet, passer une semaine, une couple de 10 jours, mettons. Ça s'est bien passé, mais de pouvoir habiter ici jour en jour, pouvoir me réveiller, venir à l'aréna, comme tu dis, voir les palmiers accordés à l'aréna, ça fait drôle. Pour un jeune qui a grandi à Bécomo, Rimouski, les hivers sont un peu différents là-bas. C'est drôle de voir, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Les gars sont super gentils, l'organisation a énormément aidé à me sentir à l'aise, à me sentir à la maison ici, et ça va bien dans cette direction-là. De jouer dans une organisation aussi qui est dirigée par un Québécois, qu'il y a des Québécois en fait, tu joues avec Philippe aussi, il y a Marc Bergevin qui est là également. Est-ce que tu te sens comme tu t'es senti à la maison tout de suite? Oui, dès les premières conversations, je dirais, avec l'organisation, évidemment avec Rob Blake, mais aussi avec, comme tu dis, Luc, avec Marc, avec le staff au complet. Avoir Phil qui s'assied à côté de moi chaque jour, de pouvoir lui parler, qui habite à une rue de chez moi. Ça fait drôle. Des fois, tu te sens un peu comme au Québec, mais à Los Angeles. Je suis super content de pouvoir parler à une légende comme Luc, parler à un gars comme Marc Bergevin. À tous les jours de pouvoir les côtoyer, c'est vraiment un plaisir. Tu dis un gars qui a grandi Bécomo, Rimouski, qui a joué t'as joué au Québec pendant longtemps aussi, ton hockey junior. Dans le sud de la Californie, t'attendais-tu à ce que ce soit un si gros marché d'être à Los Angeles, d'avoir autant de gens qui participent, qui sont des grands fans des Kings également? Oui, mais j'ai toujours... bien évidemment, j'ai toujours suivi la Ligue nationale. Je savais que les Kings avaient une belle équipe, une belle organisation et vraiment des bons partisans. Mais de pouvoir venir ici, la ville, il y a 12 millions de personnes. Je pense qu'il y a 12 ou 13 ou 14 équipes professionnelles sportives. Il y a l'embarras du choix, mais les partisans ici sont vraiment incroyables. Tu peux conduire à 1 heure d'ici, d'être encore à Los Angeles. Il y a vraiment un gros bassin de partisans, c'est ça qui est vraiment le fun. Demain, on s'en va faire une activité avec les jeunes. Il y a des gars de notre équipe qui s'en vont à 1h30 d'ici pour aller voir les arénas. Il y a vraiment un gros bassin, je pense que c'est ça qui est vraiment le fun pour les joueurs. Parle-nous du Crypto.com Arena, c'est en fait qui était le Staples Center, qui est, je crois, un des amphithéâtres les plus appréciés dans la Ligue nationale, autant pour les joueurs, peut-être moins pour les joueurs adverses, mais pour les joueurs pour les joueurs qui sont ici, c'était quoi? Parle-nous peut-être de tes premiers feelings quand tu es embarqué sur la glace ici, puis justement, c'est la 3e fois que je te le répète, mais t'appelais cette glace-là, cette aréna-là, ta nouvelle maison.
Ouais, je pense que c'est toujours un peu bizarre là, les premières fois quand tu joues pour une nouvelle équipe. Parce que j'avais déjà joué ici en tant que visiteur, mais jouer à la maison, c'est pas mal différent. Mais c'est vraiment un plaisir. C'est beaucoup de fun. Hier, c'est la première fois que j'allais dans les estrades. On est allé à un concert hier, fait que de pouvoir voir ça d'en haut, je fais wow, c'est une vue différente, c'est impressionnant. Vraiment un bel amphithéâtre. C'est vraiment. Comme les premières Coupes de fois, c'est comme tu y crois pas, c'est comme pas la réalité, mais le plus que tu joues, le plus que ça devient normal. Mais c'est vraiment le fun de jouer au crypto. Dirais-tu que c'est un des plus mythiques de la Ligue nationale maintenant? Parce qu'il y en a eu qui ont changé beaucoup, des équipes qui ont déménagé. Mais maintenant, avec l'historique du Staples et l'historique du crypto, les 2 Coupes Stanley qui sont gagnées également ici, les classerais-tu comme dans le top des amphithéâtres les plus mythiques? Ouais, moi je pense que oui. Comme quand tu mets tout en compte, tu mets les Kings, mais il y a aussi les Lakers. Si tu viens au crypto, tu regardes d'un côté, c'est tous les chandails retirés des Lakers, c'est tous les bannières qui ont gagné. De l'autre côté, tu as les Kings. C'était les Clippers qui jouent encore là, pas pour longtemps, mais qui sont encore là. Toutes les concerts. Il y a tellement de choses qui se passent à l'aréna. Tu mets tout ça en compte et je pense que c'est une des arénas les plus historiques de la Ligue nationale. Les statues en avant, les Wayne Gretzky, Shaquille O'Neal, Kobe. C'est vraiment... des fois, tu le regardes, ça te donne des frissons. Fait que, ouais, je mettrais ça dans les plus beaux stades de la Ligue nationale. Si je t'avais dit que le premier événement que tu verrais ici en tant que spectateur, ce serait un concert de Ricky Martin, m'aurais-tu cru? Probablement pas, mais je suis content, c'était le fun. Mais ouais, probablement pas, je t'avais cru. Dernière question. La ligne de centre, la profondeur, je vais un petit peu plus hockey pour cette question-là. La ligne de centre, la profondeur que vous avez ici, il y a toi, il y a Phil, mais il y a surtout Andrzej Kopitar qui est le capitaine de l'équipe qui a gagné 2 coupes. J'imagine, toi, quand tu es arrivé dans la Ligue nationale, Andrzej était déjà un joueur qui dominait. C'est comment de jouer avec lui et de faire partie de cette... on dirait que je vous regardais aller sur la glace en pratique, on dirait qu'il y a toute une ambiance entre vous autres, même avec Quinton Byfield qui a été muté à l'aile. C'est quoi de jouer avec le présent de cette organisation-là, mais en sachant que tu fais partie aussi du futur de la solution pour la prochaine décennie? Ouais, je pense que c'est assez spécial. Tu arrives ici, mais j'arrive ici à une nouvelle organisation qui ont gagné des Coupes Stanley il y a 10 ans. Après ça, ils ont connu une petite descente, mais qui ont gardé le noyau de l'équipe, qui ont gardé les joueurs noyaux, comme Kopi, comme Dewey. Quand tu arrives ici, la première chose que tu remarques, c'est, même s'ils ont connu une petite chute peut-être dans le classement, les attentes, les habitudes de travail, tout ce qui se passe sur la patinoire dans la chambre, ça n'a jamais descendu. Et je pense que c'est à cause de ces gars-là, que ce soit dans les pratiques, que ce soit dans les meetings, que ce soit dans juste la façon qu'on parle quand on voyage, ou peu importe. C'est des leaders comme ça qui font en sorte que même si on gagne 5 games en ligne, ça ne change pas. Je pense que pour un gars comme moi qui est encore jeune, de pouvoir apprendre des gars comme ça, de pouvoir le voir à tous les jours, de le côtoyer à tous les jours, c'est assez spécial. Mais je pense aussi, tu as mentionné Kopi, Dano, puis moi, mais il y a aussi Blake Lizotte qui connaît toute une saison avec nous. C'est tout qu'un joueur qui a été très important pour nous cette année, qui va continuer à être très important. Fait que on a vraiment beaucoup de profondeur. C'est ça qui est vraiment le fun de pouvoir faire partie de ça. Merci Pierre-Luc, super apprécié. Bon match dimanche, puis on se reparle très bientôt. On sait que ça a été documenté ici à Montréal que Pierre-Luc voulait jouer à Los Angeles. Alors, c'est important pour moi d'avoir ses commentaires. En passant, un gars phénoménal, fantastique. Il était tellement... Juste une petite anecdote pour vous dire, on a enregistré ces quelques minutes-là ensemble. Et après ça, il y avait la personne en charge des relations publiques des Kings qui est tout aussi gentil. L'accueil en Californie du monde, là, cette organisation-là savent comment accueillir le monde, puis de prendre soin de leurs gens aussi. Je vous le confirme. Une grosse délégation de Québécois aussi. On le sait. Notre prochain invité, c'est le président de l'équipe, Luc Robitaille, mais tu as l'assistant directeur général qui est là, qui est un certain Marc Bergevin aussi, mais il y a des membres des médias qui viennent de Montréal également. Il y a plusieurs joueurs. On sait Pierre-Luc, c'est pas le seul. Il y a Philippe Dano également qui est dans l'équipe. Il y a eu tellement de Québécois qui sont passés dans cette organisation-là. Mais bref, la petite histoire, on est dans le vestiaire et je fais cette entrevue-là avec Pierre-Luc. Puis on termine, on ferme les micros. Et c'est Pierre-Luc qui commence à me passer en entrevue. Il commence à me poser des questions.
Hey, c'est quoi ce podcast-là? C'est donc bien cool. Puis là, tu es allé visiter quelle place? Puis là, comment je peux t'aider? Puis là, on commence à jaser ensemble jusqu'à temps que quelqu'un vienne me prendre par l'épaule. C'est le PR des Kings qui me dit, là, c'est parce qu'écoute, il faut que j'aille chercher le coach, puis tous les autres médias attendent après toi. Et là, moi, moi je pars à rire, vous me connaissez. Je dis, ah non, don't blame me. Blame PL. C'est lui qui n'arrête pas de me poser des questions. Alors, ça a donné un moment quand même assez drôle. Puis ça a fait que, ben c'est ça, je pense que ça a forgé une belle relation avec Pierre-Luc Dubois. Tu sais, d'avoir ses commentaires, de voir à quel point, pour les joueurs même, le Crypto.com, qui était le Staples Center avant, c'est un endroit qui est mythique où jouer là-bas. Ici à Montréal, on pense beaucoup qu'on est la Mecque du hockey. On a raison. Le Centre Bell est un des plus beaux endroits de la Ligue nationale. Mais de voir aussi loin que ça, que cette histoire-là a été bâtie depuis plus que 50 ans maintenant avec les Kings dans le sud de la Californie, on est très, très bien implanté. Puis, on le voit avec l'ambiance. Les fans sont présents. Je vous l'ai dit, le building était plein. Puis de voir que les joueurs le ressentent comme ça, c'est quand même assez spécial. Alors, j'espère que vous avez aimé ce petit entretien avec Pierre-Luc Dubois. Puis, en passant, d'être là-bas puis d'aller voir les joueurs, de les visiter, ils sont tellement contents. Ici, à Montréal, on sait qu'il y a énormément de médias dont je fais partie. Mais quand on s'en va là-bas puis qu'on leur parle en français puis qu'ils ont l'occasion de parler de la maison aussi, sont très, très reconnaissants également. Je vous donne d'autres différences, puis on en jase avec Luc Robitaille dans quelques minutes. Il y a eu énormément de rénovations qui sont faites dans le Crypto.com au niveau de l'expérience. On est rendu avec des fameux écrans lumineux autour de la glace, des anneaux lumineux, pardon, le Jumbotron également. Il y en a 3, un par-dessus l'autre, donc à chacun des niveaux, ce qui donne un événement, une expérience. Je vais dire sensoriel parce que le son est excellent dans cet endroit-là. Ce n'est pas pour rien que tous les artistes passent par le Crypto.com ou presque, mais aussi visuellement parlant, c'est le fun d'aller voir un match de hockey. On sent l'ambiance, les jeux lumineux qu'on fait sur la glace et autres. Puis d'ailleurs, Pierre-Luc parlait de la part du gars de qui j'ai son jersey en ce moment, Andrzej Kopitar. Andrzej Kopitar a battu un record dans le match où est-ce que j'étais. Il a battu le record du nombre de passes dans l'organisation. C'est rendu le passeur le plus prolifique de l'histoire. Il l'a fait avec un but de Quinton Byfield également. Puis Quinton nous a dit après le match à quel point il était honoré de faire partie de ce morceau-là d'histoire. Puis Todd McLellan est revenu également après le match. C'est quand même assez comique en disant « Écoutez, je ne sais plus quoi vous dire, là, vous autres, aux membres des médias, parce que j'ai l'impression qu'à toutes les semaines, Andrzej brise un nouveau record, puis ça ne sera pas fini. » Ce qui était intéressant, puis j'ai fait beaucoup de parallèles avec Juraj Slafkovský et Byfield en parlant avec des membres des médias là-bas, Brian Kennedy notamment, qui est un gars de Montréal qui est installé là-bas, mais aussi d'autres gens avec qui on a eu l'occasion de parler. Beaucoup de parallèles à faire avec Byfield et Juraj Slafkovský. Et Todd McLellan a dit quelque chose, là, on le sait présentement, c'est plus le coach des Kings, mais lorsqu'il était là, il dit de voir Quinton évoluer comme ça. Il dit j'espère qu'on sera plus. C'est un peu triste parce qu'il n'est plus là, mais j'espère qu'on sera tous là pour encore voir Quinton battre tous les records d'Andrzej Kopitar. Alors, c'est ça qu'on pense de Quinton Byfield là-bas. C'est à quel point on tripe sur ce jeune-là et qu'on connaît son potentiel. Là, je m'éloigne un peu de l'expérience client, puis c'est le fan des Kings qui vous parle, mais de voir cette ambiance-là dans l'équipe et comment on appuie notre jeune joyau qui est Byfield. Ici à Montréal, c'est Slafkovský. Puis on le sait très bien à quel point il va bien par les temps qui courent. J'ai envie qu'on aille tout de suite à Luc Robitaille. Luc qui a été très généreux. Pour la petite histoire, on devait se rencontrer entre la première et la deuxième période dans la salle des médias. Finalement, il m'attendait sa galerie de presse. Il est descendu dans la salle des médias au début de la deuxième période. Fait qu'on a regardé le match ensemble en jasant de tout ça. Je lui ai demandé, tu sais, vous allez voir l'apport des Coupes Stanley, ce que ça a changé, mais le building en soi, à quel point c'était important de faire ces rénovations-là. Il y en a d'autres qui s'en viennent, on le sait, parce que les Kings vont venir s'établir à Québec à l'automne, le temps d'une semaine ou deux. Et c'est ça. Donc, de renouveler l'aréna, à quel point de rester, même si c'est un aréna qui était bâti à peu près en même temps que le Centre Bell. Le Centre Bell, ça a été inauguré en 1996 et le Staples, qui est devenu le Crypto.com en 1999.
mais qui reste encore ce que j'aime appeler comme state of the art, une merveille technologique encore, mais aussi les plus beaux souvenirs qu'a Luc Robitaille, non seulement en tant que joueur, mais en tant que président de cette équipe-là. Il a vécu à peu près tout ce qu'il pouvait vivre. Moi, la première fois que je suis allé, la fameuse anecdote avec Drew Doughty, mais j'en parle avec Luc, ils l'ont présenté à l'écran et tout le monde s'est levé, puis il y a une ovation debout pour Luc Robitaille. Alors, c'est une légende à Los Angeles, une des grandes raisons pour lesquelles je suis fan des Kings. Alors, pour moi, le rencontrer, vous allez peut-être sentir un petit peu de nervosité quand je le rencontre. Vous allez voir à quel point c'est un homme généreux qui est tout aussi fantastique. Alors, j'espère que vous allez bien aimer ça. Luc Robitaille. Luc, merci de prendre le temps, ça va bien? Ah, ça va bien, toi? Ça va super bien, merci beaucoup. Content d'être ici, content de rencontrer tous les Québécois qui sont dans l'organisation des Kings. Il y en a pas mal? Oui, on a pas mal de gars qui travaillent ici. À peu près à tous les niveaux, il y a des Québécois qui sont ici. Luc, je saute direct là-dedans. On est au Crypto.com Arena, qui était le Staples, qui est devenu rapidement un des arénas les plus mythiques de toute la Ligue nationale. Parle-nous des fans ici. C'est quoi l'ambiance du hockey en Californie auquel tu as participé beaucoup à bâtir d'ailleurs? Ouais, les fans des Kings, c'est du monde vraiment passionné. On sait qu'il y a beaucoup de monde ici à Los Angeles. Il y a du monde qui regarde le basketball, le baseball, mais disons que lorsque tu es un fan des Kings, tu as la passion de l'équipe. C'est eux autres on dirait qu'ils nous promotent le mieux et puis c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est sûr que lorsqu'on gagne, comme lorsqu'on a gagné la Coupe Stanley, tu as 2-3 millions de plus qui embarquent, comme on dit dans le bandwagon, mais on a 2-3 millions de personnes qui suivent notre équipe, qui nous supportent à chaque année. Donc, c'est vraiment le fun pour nous autres. La dernière fois que je suis venu ici, justement, ça s'appelait encore le Staples. C'était avant la première Coupe Stanley. J'ai l'impression que c'est devenu une équipe de hockey complètement différente maintenant, que ces deux coupes-là ont complètement changé le hockey ici à Los Angeles, mais aussi la façon que les gens voient les Kings. Est-ce que je me trompe quand je pose cette question? Oui, je pense que ce que ça... Gagner un championnat, ça embarque une opinion différente du monde dans la ville. Donc, ça nous a vraiment aidés. Mais je pense qu'il était vraiment bon pour nous autres aussi, c'est la façon qu'on est vu à travers la Ligue nationale par d'autres joueurs, d'autres équipes. Et puis, on a élevé le niveau de l'organisation. Et puis, disons que ça nous a vraiment aidé dans les dernières années, soit que ce soit qu'on va aller chercher des agents libres ou bien non, qu'on parle à des nouveaux fans ou bien non, il y a du monde qui viennent en dehors de la ville, qui sont ici en Los Angeles, qu'un de leurs événements qu'ils veulent aller voir, c'est un match des Kings. Justement, la dernière fois que je suis venu, on t'avait présenté à l'écran géant, je me souviens, et les gens s'étaient levés, t'avais applaudi chaudement. T'es une icône ici, t'as ton chandail retiré, un des 6 chandails retirés par les Kings. Dis-moi maintenant, peut-être tes meilleurs moments sur la glace du Staples Center ici. Est-ce que tu as des souvenirs précis là, de certains moments? Oui, écoute, j'ai des souvenirs précis de jouer pour les Kings. Premièrement, c'était ma première équipe, donc c'était toujours été l'équipe qui voulait m'avoir en premier. Et puis, il y a eu plusieurs buts. Mon 500e but, c'était spécial. Lorsque j'ai passé Marcel Dionne pour le plus de buts dans l'organisation. Mon dernier match ici, c'est vraiment été spécial. C'est sûr que j'aurais aimé gagner la Coupe en tant que joueur ici, mais d'être sur la patinoire lorsqu'on a gagné la Coupe en 2012, 2014, lorsque tu fais partie d'une organisation, tout le monde a autant de passion que n'importe quelle personne qui travaille dans l'équipe. Donc, je suis content que j'ai eu l'opportunité d'apprécier ça de tout le monde. Tu parles de la passion des fans, de la passion de l'organisation. Je te raconte une anecdote rapidement. Quand j'étais assis dans les estrades, justement, je suis venu voir mon premier match ici à Los Angeles. Je me souviens, dans l'échauffement, Drew Doughty touchait à la rondelle et les gens criaient « Wouh ». Je me demandais, sont-ils en train de dire Drew ou sont en train d'huer Drew Doughty? Et c'était le cas. J'ai posé la question à quelques fans. Ils disaient, là, il a voulu son gros contrat. Et là, je me suis dit, la seule réflexion que j'ai eue, je disais, hey, à Montréal, les gens se font dire que ce sont des die-hard fans, des fans qui sont difficiles. Je suis autant le cas à Los Angeles également. Oh, ils sont difficiles. Si c'est bon, ils nous mettent de la pression puis ils sont sur notre dos. Ben, c'est bon. Écoute, ils veulent que nos joueurs ils patinent. Disons que... je pense que la différence ici, c'est que les fans, ils pensent pas tous qu'ils auraient dû faire la Ligue nationale. Chaque fan à Montréal pense que la seule raison qu'ils n'ont pas fait de la Ligue nationale, c'est à cause d'un coach ou bien ils ont été blessés. Disons qu'ici, ils comprennent plus lorsqu'ils ont de la misère à comprendre, on dirait patiner puis jouer au hockey, tout ça, mais ils sont vraiment passionnés pour le jeu de hockey, par exemple.
la rivalité maintenant. Il y a comme une rivalité naturelle avec les Ducks parce qu'ils sont très proches d'ici. Est-ce que c'est une rivalité qui est vraiment naturelle ou c'est plus les Ducks qui ont une rivalité avec vous autres parce que vous êtes un petit peu le grand frère? Non, ça a toujours été une grosse rivalité. Je me souviens lorsqu'ils ont commencé en 93, 94, et puis c'était vraiment à partir de ces premières années, même lorsqu'il n'y avait pas une bonne équipe, chaque match c'était des gros matchs, c'était physique. Et puis, il y a été un bout de temps, dans à peu près de 2008, 2009, 2010, jusqu'à 2015, 2016, qu'on était probablement 2, 3 dans les top 5 équipes de la Ligue nationale. Chaque match, c'était incroyable. Je disais toujours au monde au Québec, vous devriez voir ces matchs-là, c'est comme Montréal-Québec dans le temps. Et puis, c'était physique. Et puis, toujours, même lorsque les Ducks y allaient mal, ces matchs-là sont spéciaux. Lorsque nous autres, on était dans notre rebuild, on jouait contre les Ducks, puis c'était des matchs spéciaux aussi. Les autres rivalités maintenant, c'est aussi avec les Golden Knights et les Oilers maintenant? Les Golden Knights, les Oilers, là, c'est sûr, cette année, les Sharks ont de la misère, mais on a toujours une rivalité nord-sud avec les Sharks. C'est sûr qu'avec les Golden Knights, vu qu'on a été 15 ans à jouer là, les matchs hors concours, donc il y a toujours quelque chose de spécial, et puis ils ont une bonne équipe, donc... C'est vraiment quelque chose de spécial. C'est le fun d'avoir des rivalités des équipes proches de nous autres. Donc, tu vois que les fans, ils voyagent aussi, donc c'est le fun. Quand tu as commencé à jouer au hockey dans le sud de la Californie, il y a quelques années de ça, aurais-tu cru de voir autant d'équipes qui ont du succès comme les Golden Knights, comme les Kings, comme les Ducks maintenant? Et on va parler des Coyotes également qui sont implantés aussi. Non, on pensait pas que ça arriverait comme ça. Mais disons, l'arrivée de Wayne Gretzky dans la Ligue nationale, elle veut dire à Los Angeles, ça a changé tout. Après Wayne, il y a eu une équipe à Anaheim, San Jose, Arizona, Dallas, en Floride. Et puis, c'est vraiment à cause de lui qui a commencé ça. Et puis, tu as vu qu'on savait tous qu'à travers les années, les équipes s'améliorent. Et puis, je pense que c'était vraiment bon pour le monde de hockey. Tu parles de Wayne Gretzky. C'est une des premières statues que j'ai vues quand je suis arrivé autour de l'aréna ici. Il y a la tienne également qui est là. Il y a celle de Dustin Brown. Quand ça a été annoncé, qu'il y aurait une statue de Dustin Brown, il y a beaucoup de gens à travers la Ligue nationale qui ont questionné un petit peu cette décision-là. Pour vous, c'était naturel d'avoir le premier capitaine qui a mis la main sur 2 coupes et le premier joueur de l'histoire des Kings d'avoir sa statue ici? Oui, c'est une des choses les plus importantes. On n'a pas mis la statue pour le monde alentour de la Ligue nationale. On l'a mis pour nos fans, le monde de Los Angeles. Et puis, Dustin Brown, c'est le premier joueur qui a levé la Coupe Stanley dans l'organisation des Kings. Et puis, il a eu toute une carrière, le plus de matchs lorsqu'il s'est retiré. Toujours des gros buts, le plus de mises en échec dans l'histoire des Kings. Donc, pour nous autres, c'était notre capitaine, c'est notre joueur qui a fait une différence à tous les matchs. Et puis, c'était vraiment important qu'on fasse quelque chose qui serait là pour toujours. Et puis, la statue de lui avoir la Coupe Stanley, c'est une statue iconique, comme on dit. Et puis, c'est vraiment quelque chose de spécial pour tous les fans des Kings. Moi, j'ai été émotif quand je l'ai vu, la statue, parce que, bon, je ne l'ai peut-être pas dit depuis le début de l'entretien, mais depuis que je suis tout petit, en te voyant jouer, en voyant Wayne Gretzky également, moi, j'étais le seul de ma gang à l'école quand j'étais tout petit qui prenait pour les Kings. Et depuis ce temps-là, je suis toujours resté un fan, ce qui détonne un petit peu à Montréal. Est-ce que tu es en train de me dire aussi que ça va être important d'avoir celle de Drew, de Angie et de Jonathan Quick également? Bien, ces joueurs-là, écoute, à chaque année qu'ils vont se retirer, on va avoir des décisions à prendre, mais ces 3 joueurs-là, que tu te dis, ils ont eu un impact incroyable dans notre organisation. Et puis tu regardes ce qu'ils ont fait, c'est des joueurs vraiment spéciaux. Puis je pense que pour nous autres, ça va être important de les reconnaître de la bonne façon. Puis ça me surprendrait pas que lorsqu'on fait tout notre travail, ces gars-là, il y a tout leur gilet retiré et des statuts. Ma dernière question pour toi. Le Crypto.com est présentement en rénovation encore. Vous complétez des rénovations qui sont esthétiques et tout le reste. Comment on fait pour rester en avant de la parade dans un monde où, je veux dire, le building a été construit il y a quelques décennies maintenant, mais il y en a des nouveaux arénas qui s'en viennent dans la Ligue nationale toujours. Comment on fait pour offrir la meilleure expérience ici au Crypto.com Arena? Je pense que notre compagnie AEG, Dan Beckerman, notre CEO, M. Hinchus, notre propriétaire, il essaie toujours d'être à l'avant-garde. Et puis, même si l'aréna est rendu à 23, 24 ans,
elle a encore comme un reflet de nouveau. Il y a toujours quelque chose. Mais ça coûte beaucoup d'argent faire ça. Ça veut dire à chaque année, tu changes les tapis, tu changes toutes sortes de choses. Tu changes les suites, tu changes les sièges. Et puis ça fait 20 ans qu'ils font quelque chose à chaque année. Mais disons que les 2 dernières étés puis l'été prochain, mais je pense qu'ils dépensent plus d'argent que ça a coûté pour bâtir l'aréna. Et puis c'est ça qui fait qu'on est à l'avant-garde et que le monde, ils viennent ici et ils sont confortables. Luc, merci beaucoup de ton temps. C'est vraiment Alright. apprécié. On est en plein milieu du match et tu continues Oui, de c'est un prendre du gros temps pour match, moi. là, je regarde ça. Ben oui. Je te laisse filer. Merci encore. OK, merci. Alors, Luc Robitaille nous parle de, bien sûr, l'importance d'avoir eu des Coupes Stanley. À quel point ça change tout, tu sais. Puis, à Montréal, on en a 24. On dirait qu'on ne réalise plus. Oui, on va aller chercher notre 25e. Ça fait combien de temps qu'on en parle? Beaucoup trop longtemps. Mais on voit l'impact. Et dans le 2e épisode aussi à Anaheim, on en discute à quel point ça met une franchise sur la map, en bon français, d'aller chercher ce championnat-là dans des marchés qui sont un petit peu moins naturels. Maintenant, le sud de la Californie, c'est un marché naturel pour le hockey. On le sait. Mais ça a changé énormément. Puis moi, je l'ai senti dans les 12 années qui ont suivi entre les 2 visites que j'ai faites, l'importance de ces Coupes Stanley-là. D'ailleurs, dans les statuts, ça avait causé de la méga controverse. Puis j'étais tellement content. Moi, j'ai été émotif de voir la fameuse statue de Dustin Brown avec la Coupe Stanley. C'est le premier joueur de l'histoire de l'organisation et le capitaine qui a amené les 2 premières Coupes Stanley à LA et on lui a érigé une statue. Je sais qu'à Montréal, ici, c'est capoté de dire un joueur comme Dustin Brown. C'est comme si on donnait un peu une statue à Brendan Gallagher. Ça n'a comme pas rapport. Mais imaginez un instant le capitaine qui a amené les 2 premières Coupes Stanley à Montréal et qui serait encore le meneur au niveau des mises en échec dans l'organisation, le meneur de l'histoire. Je pense que ça mérite une statue. Mais bref, d'avoir les statues aussi autour de l'aréna, c'est quand même assez quelque chose dans cette expérience-là. La statue de Wayne, la statue de Luc, la statue de Dustin, mais aussi toutes les autres légendes qui ont marqué le sport, qui ont marqué le Staples Center, le Crypto.com et bien sûr, avant ça aussi. Il y en a plusieurs et ça vaut la peine d'aller s'attarder quelques minutes et de lire sur l'histoire de ces statues-là, de ces grands du sport à Los Angeles. Russell Morgan maintenant, qui est un journaliste qui couvre les Kings depuis plusieurs saisons, qui est sur le beat des Kings, mais qui est un fan avant ça aussi. Lui a vécu l'expérience des Coupes Stanley comme fan, mais aussi maintenant en couvrant l'équipe, est un membre à part entière des médias. C'est un entretien quand même assez intéressant que j'ai fait avec lui de quelques minutes sur la galerie de presse comme ça pendant une pause aussi. Et Russell nous raconte quelques petites anecdotes de lui, comment il tombe en amour avec le building, ses meilleurs souvenirs également. Alors, on vous présente ça. Puis après ça, je vous reviens avec mon appréciation finale de l'aréna, mes petites adresses autour à LA. Et ben voilà, on va terminer l'épisode là-dessus. À tout de suite. Les visiteurs, le podcast. Russell Morgan of Hockey Royalty, one of the journalists that covers the Kings on a daily basis. Russell, how are you? Doing pretty good, Greg. How you doing? I'm good, and nice to finally meet you. We collaborated online and also on air here at BPM Sports in Montreal. We're here, the Kings versus the Avalanche, 2 teams that won the Stanley Cup in the past 10 years. The building's almost full, actually. There's a great crowd here tonight. Is this the usual type of game that we see, so almost sold out with a great crowd response as well? Yeah, absolutely. And it's kind of wild because if you think about it, the Kings don't actually play games usually on Sunday, so to see this the building filled up as much as it is today, it's good to see. It's not that much surprising though. Kings fans always come out in good capacity to fill Crypto.com. So yeah, it's a good environment so far. Even when the Rams are playing at home still? Yeah, absolutely. It's a big sports town here, so it got room for a lot of teams here. Yeah, it's kind of crazy to see that we have an NFL team playing home and the Kings at the same time, and both buildings are full. Talk to us about the fan base here. Very passionate, I'm guessing. They know their hockey. It's not the type of thing that we would imagine in Montreal.
since hockey has been there forever. It's basically one of the hockey cities. But here, I mean, the greats that have worked hard to implement hockey in California have built an amazing fan base. Yeah, absolutely. I mean, it all started probably when Gretzky came along, right, in 1993. And then that's kind of how I became a fan. Was my parents were big fans of Marty McSorley, Wayne Gretzky, Thomas Sandstrom, those teams back in the 90s. And then also it grew a lot, obviously, because of the Cup teams back in 2012 and 2014. But yeah, I mean, the fan base here is super passionate, very passionate. I mean, hockey in LA, obviously not going to get the same glamour as a team like the Dodgers or the Lakers. But I mean, this team continues to draw big crowds, and the fan base, like we just said, is very passionate, and they want to see the team do well. I don't want to draw any comparisons, especially today, but this franchise has 2 Stanley Cups. We have 24 in Montreal, so I'm not saying, I've been a Kings fan all my life, so I just, for people to realize the impact of a Stanley Cup or 2 Stanley Cups almost back-to-back, and it hasn't been this long, can you probably tell us the impact it had for you as a fan and the whole fan base here in this city? Oh, man. I mean, I can remember those days vividly. I mean, the 2012 team that was just dominating throughout the playoffs. I mean, you go to games and bars around, and, I mean, people just, wanted to watch hockey because the team's winning, obviously. But, I mean, the environment around, especially when some teams like the Angels or the Dodgers and Lakers weren't really doing too well, and you have the Kings all of a sudden start winning some Stanley Cups, it's going to create a lot of excitement. And sure enough, with 2012, with the team dominating the way they did, and the 2014, the way that they won those games with the series against the Sharks, come back from 3-0 down, the first ever series against the Ducks, and so you had the games and all the Game 7s, the series against Chicago, yeah, ton of excitement. I mean, obviously I loved it growing up as a fan myself, so it was really good to see and really fun to experience. You say still today that the Ducks are the biggest rivals here for the Kings? It's a controversy a little bit. It's a good argument to have. I mean, for me, I'd say the Ducks. I grew up in Orange County, so the Ducks were kind of always in my backyard. And a lot of my friends playing hockey are Ducks fans too. But I would say right now, probably just recency bias, I would say the Oilers, just because of the last 2 playoff series against them. A lot of Kings fans want to get their payback for what they've done to us in the playoffs the last 2 years. But me personally, I'd still say Anaheim. There's renovations going on right now at Crypto.com. How do you see this building evolve? It's the first time for me in 11 years that I'm here, and it seems like it's a complete different building, complete different rink. So how do you see it as a fan that comes here almost every game? Yeah, I mean, they're doing a lot of renovations. I mean, for the first 20 plus years or so that the arena's been here, I mean, it's a great place to watch a hockey game. The acoustics are great. You can find a great seat anywhere in the building. So, but last couple of years, they wanted to upgrade with a couple $100 million in renovation. So you have new suites. We see the video boards up on the walls on the top there, and then you have the video ribbons along the upper concourse there. So, I mean, it's a great building. I've been coming here since I was a kid, so it's a great place to watch a hockey game. Russell, thank you so much, and we'll follow your work on the Hockey Royalty. Thank you so much again. Je trouve ça tellement intéressant de m'entretenir avec un journaliste qui est sur le beat de l'équipe, qui est là, qui est présent, mais qui était un fan avant également. Et surtout que, tu sais, Russell, on a collaboré ici à BPM. Il était venu en ondes lorsque Pierre-Luc Dubois, l'été dernier, avait signé son contrat. On avait parlé de l'impact et aussi, bien sûr, des statuts qu'on a érigés. On avait parlé de ça en ondes. Je trouvais ça intéressant lorsqu'il parle de... Les Kings ne jouent pas à la maison le dimanche habituellement parce qu'on tente de faire place à la NFL. Et malgré tout, le building est plein, l'ambiance est superbe. Mais aussi, les rénovations qu'on a faites, il dit c'est un bel endroit pour regarder du hockey. Les rénovations qu'on a faites avec les anneaux lumineux qu'on a ajoutés, le Jumbotron, l'acoustique qui est super bonne. C'est vrai, c'est pas trop abruissant, mais en même temps, on sent qu'il y a toute une ambiance là-dedans. On est capable de sentir l'appui des fans. Je veux dire, l'organiste Dieter Ruhl qui est là aussi. Il y a un DJ également. Donc, on est capable d'aller chercher vraiment tout l'impact des différentes clientèles qui s'en viennent au Crypto.com Arena regarder un match de hockey. Également, je vous réserve une petite surprise. On a parlé, lui était là, se souvient des conquêtes de la Coupe. On en a parlé avec Luc Robitaille également. Il y a Pierre-Luc Dubois qui arrive, qui est un nouveau joueur. Mais il y en a un qui était là, lui aussi. C'est le seul, en fait, sur le podcast qui, lui, était dans l'équipe lorsqu'ils ont remporté ces Coupes Stanley-là.
je ne peux pas passer à côté de m'entretenir avec notre ami Jonathan Bernier. Je vous présente ça tout de suite. Après le président Luc Robitaille, le nouveau joueur de l'équipe Pierre-Luc Dubois, ça prenait un gagnant de la Coupe Stanley, un gars qui a remporté la première coupe dans l'histoire de l'organisation. Jonathan Bernier, un des gardiens de but qui l'a remporté avec Jonathan Quick. Comment ça va, Joe? Ça va super bien, toi? Ça va super bien, merci. Ça devait être spécial, ça, la première Coupe Stanley d'une organisation qui fait partie des plus prestigieuses de la Ligue nationale, qui ont eu tellement des gros noms qui ont joué avec cette équipe-là. Toi, tu arrives, tu es repêché par cette équipe-là, puis tu montes dans la Ligue nationale, tu remportes une Coupe Stanley. Je t'en ai parlé juste avant qu'on arrive en ondes, ton sourire qui a éclaté tout de suite. Ça doit être des beaux souvenirs, ça. Non, effectivement, c'était, je pense de réaliser avec l'équipe que tu te fais drafter en plus, je pense que ça l'amène encore plus d'émotions. C'est sûr, j'ai pas eu le plus gros rôle dans les séries éliminatoires, mais dans la saison, tu sais, j'ai participé, à plusieurs grosses victoires pour amener l'équipe en série. Puis, c'était une année assez spéciale, tu sais, qu'on a fini quand même au 8e, dans le classement. Il fallait gagner notre dernière game à San Jose, qui est pas un building, facile à gagner, surtout dans ces années-là avec, Marleau, Thornton, une très, très grosse équipe. Fait que finalement, on trouve le moyen de gagner avec Sutter, on a eu un changement d'entraîneur. Puis, écoute, quand on est rentré dans les séries, on était à plein feu, là. C'était bizarre à dire, mais c'était quasiment facile. Tu sais, on n'a pas perdu un match à l'extérieur, puis on dirait que tout était comme parfait. Mais en même temps, je me dis, j'aurais aimé ça quasiment la gagner plus tard dans ma carrière parce que là, tu réalises, tu sais, j'étais jeune, puis là, j'étais comme: «Ah, c'est pas compliqué». Tu sais, j'avais gagné junior, je m'étais rendu loin dans la ligne américaine, dans les séries. Donc là, tu te dis: «Ah, c'est facile», mais tu réalises après, juste de faire les playoffs dans la Ligue nationale, c'est extrêmement difficile, là. Parle-moi de justement ces souvenirs-là. Tu sais, vous avez battu les Sharks. Est-ce que c'est à ce moment-là, là, quand vous avez gagné cette série-là, que vous vous êtes dit OK, il n'y a rien qui peut nous arrêter, puis on a la confiance dans le tapis. Tu sais, après être rentré 8e, avoir battu les puissants Sharks. Drôle de dire ça en 2024, les puissants Sharks, mais c'est vrai qu'ils étaient forts en mot à dit. Est-ce que c'est ça qui vous a donné la confiance d'aller le chercher? Ouais, ben, dans le fond, je te dirais que à partir de Noël, quand on a eu le changement de coach, en 2012 avec Sutter, je pense que c'était peut-être la seule affaire qui nous manquait en tant qu'équipe, peut-être un peu de drive. Puis, il y a vraiment, on avait déjà les XNO, on jouait super bien défensivement, mais quand Sutter est arrivé, il nous a vraiment donné des solutions pour être gagnant. Puis, on est arrivé dans les séries, puis on était juste tout le monde était en santé, tout le monde se sentait super bien, tout le monde était en forme. Donc, hem, je mentirais si je disais que dans les séries, tu sais, tu pas le choix, faut tout s'enligne, ton goaler soit extraordinaire qu'on a eu en Quick dans ces séries-là. On n'avait aucune blessure. Si on en avait une, on a eu Simon Gagné qui était blessé un peu avec une commotion, mais on avait des gars qui étaient là pour remplacer puis qui avaient des gros impacts aussi là, dans les matchs. Donc, mais moi, je vais me rappeler toujours le plus gros moment contre Vancouver en première ronde, c'était le check de Dustin Brown sur Sedin en plein center ice. Puis on dirait même nous en tant qu'équipe, ça nous a tellement donné d'énergie. Puis on dirait qu'on s'est dit, gars, on est invincible. Puis je te dirais, ça, c'était vraiment le moment qui a fait en sorte qu'on dirait que le momentum est devenu de notre côté là, tout au long des séries. C'est drôle, je parlais avec Luc Robitaille de la fameuse statue de Dustin Brown qui est à l'extérieur du Crypto.com, qui était le Staples à ton Ouais. époque, qui n'est pas si lointaine. Je n'essaie pas de te vieillir du tout. Mais on parlait de la statue, puis tu sais que ça a été controversé ici au Québec. C'est sûr que tu en as entendu parler quand ça a été annoncé, mais d'avoir le capitaine des deux premières coupes, puis l'impact qu'il y a eu sur les Kings, tu l'as dit, avec une mise en échec de cette façon-là, c'était quasiment comme s'il comptait un but au bon moment, puis il comptait aussi des buts au bon moment, là, tu sais. Ouais, non, non, c'est sûr. Écoute, Dawson, c'est comme Kopi, tu sais, oui, ils ont enlevé un moment donné le capitaine à Dawson, mais les gars dans la chambre savaient que c'était le gars qui avait amené l'équipe aussi euh, pour gagner la coupe. Donc, je pense qu'il méritait très bien sa statue en avant du building, là. Euh, Joe, parle-nous
ton endroit, excuse-moi, ton moment favori? T'sais, oui, il y a eu la coupe. T'sais. Là, tu vas probablement me dire que te promener avec la coupe Stanley au bout des bras, c'était quelque chose, mais as-tu un autre moment qui a été significatif dans ta carrière que tout de suite, là, tu peux dire, écoute, ça c'est un de mes souvenirs favoris du Staples Center? Écoute, peut-être je te dirais mon premier match, mon premier match à l'international, c'était à Londres, contre Anaheim, mais je te dirais mon premier match au Staples Center, juste d'arriver là pour le match, évidemment, dans les Kings, on pratique au Toyota Center, qui était pas loin de El Manhattan Segundo, Beach, qui ouais. était à El Segundo. Donc, on va seulement au Staples pour les games. Donc, pour moi, la première fois que j'ai conduit au Staples, j'étais arrivé à l'Arena, puis le gros show et tout. Tu sais, tu pars du junior, tu t'en vas avec national, puis en plus, tu sais, tu arrives au Staples Center. Donc, je te dirais que ça, c'était un de mes moments préférés. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est le début de la montagne, mais ça reste que, tu sais, ton but de quand tu es tout jeune, c'est jouer national. Oui, tu te fais drafter, mais tu as encore un énorme chemin. Puis là, tu sais, d'arriver puis jouer ta première game. C'est un je te dirais, c'est comme tu black out, on dirait. C'est comme on dirait tu penses Hmm. que c'est pas vrai d'un sens. Fait que les émotions sont comme d'un bord puis de l'autre, puis, c'est vraiment, je te dirais ça, c'est un gros, gros moment dans ma carrière. Il y a eu, en fait, il y a toujours une rivalité avec les Ducks que Luc a comparé un petit peu plus tôt dans l'épisode à la rivalité canadien-nordique ou canadien-Bruins. Tu as joué pour les Ducks aussi. Ça a été quoi pour toi d'enfiler cet uniforme-là après avoir vécu ton début de carrière et des très, très beaux moments avec les Kings? Écoute, c'était spécial, c'est sûr, j'ai été échangé de Toronto, aux Ducks, donc, c'était pas que c'était pas un choix, mais tu sais, j'ai eu une expérience aussi incroyable. Malheureusement, on a perdu en finale de conférence avec les Ducks, mais comme tu dis, il y avait tellement une grosse rivalité dans ces années-là en plus. Tu sais, veux pas, là, je jouais beaucoup contre les Kings à ce moment-là, être dans la même division, être à 45 minutes de route, donc T'es-tu fait tuer un peu c'était ou? non, pas tant que ça. C'était correct, tu sais, Heu, ça reste qu'on c'est dans le hockey, même des Kings, je me suis fait échanger à Toronto, donc je pense que, tu sais, il y a des joueurs d'Impact qui vont rester 10, 15 ans, puis là, ils te demandent un échange ou ils signent à quelque part d'autre en tant qu'agent libre. Des fois, tu vas peut-être le recevoir ça, mais dans ma situation, non. Ben, tant mieux. Jonathan, merci d'avoir partagé ces quelques souvenirs-là avec nous autres. Puis, tu sais, je pense que pour ceux qui regardent présentement sur YouTube, ils peuvent voir juste ton visage qui dit tout quand tu te rappelles ton premier match aux Staples et d'avoir levé la Coupe Stanley. C'était super important pour moi de te parler dans cet épisode-là. Puis, probablement que ton téléphone va sonner quand on parlera d'autres villes aussi parce que tu en as fait quelques-unes. Puis, Ah, je suis certain que tu as d'autres anecdotes à nous conter sur d'autres villes, mais merci beaucoup encore. 100%. Merci de m'avoir invité sur ton podcast, puis passe une belle journée. All right. Appréciation finale du Crypto.com Arena. On va y aller en premier avec l'accessibilité. On en a parlé en début d'épisode. Euh, Tellement simple. C'est sur Figueroa Street, qui est directement dans le centre-ville de Los Angeles. À partir de là, vous pouvez prendre les transports en commun pour aller voir tout ce que vous voulez, que ce soit, je l'ai dit, les plages, vous rendre vers Orange County. Même moi, j'ai fait en autobus pour aller voir les Ducks par la suite. C'est 40 minutes d'autobus, quelque chose comme ça. Hollywood, c'est peut-être un 15-20 minutes de Uber. Alors, vous n'avez pas besoin de vous louer une voiture. À partir de là, tout se fait en transport en commun. Ça se fait super, super bien. Puis LAX, qui est un des plus gros aéroports en Amérique du Nord, ça se vole très, très, très bien. Autour de l'aréna également, autour du Crypto.com Arena, vous avez un choix incroyable de restaurants. Il y a le Tom's Watch Bar, je l'ai dit, avec comme 200 écrans différents, tous les sports possibles. La bouffe est bonne. Il y a du steakhouse, il y a du barbecue, il y a du mexicain, il y a tout ce que vous voulez. Il y a même des petites microbrasseries qui ne sont pas trop loin, puis des options plus santé si c'est ce que vous désirez d'avoir. Bref, vous êtes dans le centre-ville de Los Angeles. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Comme dirait mon chum Ben Roger, tout est possible. Il y a
également des petits cafés locaux. Vous savez que je suis un grand fan de café. Il faut aller là-bas. Il y a Verve Coffee qui se fait à pied, qui se fait pas trop loin. Moi, j'ai resté à l'hôtel qui est à 2 coins de rue de là, qui s'appelle, comme le nom de la rue, Figueroa Hotel. Donc, déjeuner est inclus. C'est super bon. L'hôtel est très confortable à un prix qui est très raisonnable aussi. Je pense que ce qui est important aussi, mais encore là, allez-y selon votre budget, allez-y selon ce que vous voulez. Puis l'accessibilité se fait très, très, très bien. Puis c'est un coin le fun aussi de Los Angeles à visiter. Il y a le Grammy Museum qui est là. Je l'ai dit, il y a plein de restos. C'est un coin qui est trendy. Et vous ne manquerez pas d'action dans ce coin-là, mais ce n'est pas trop bruyant non plus. Alors, accessibilité, 5 sur 5. Deuxièmement, le design, je l'ai dit, c'est sûr, c'est un building qui a été bâti en 1998, qui a été livré en 1999. Donc, l'extérieur, on a réussi à le revamper avec l'environnement autour. Puis ça, bien, de plus en plus, on s'en va vers ça. Vous voyez, ici à Montréal, on a revampé, on fait de plus en plus de restos autour du Centre Bell, des tours à condos. On travaille sur l'expérience client. Puis on a fait la même chose avec les Kings pour le Crypto.com, les Kings notamment, mais les Lakers, puis également les Clippers. Mais aussi, les rénovations qui ont été faites à l'intérieur font que c'est un aréna qui se fait. On a de la place pour marcher dans l'aréna, on ne se pile jamais sur les pieds. Il y a des murs artistiques qui sont faits par des artistes locaux qui mettent en lumière beaucoup d'athlètes qui ont joué dans le Staples Center, le Crypto.com, qui marquent l'histoire de ces organisations-là. Alors, dans le design, moi, je vais y aller avec un 4,5 sur 5. Donc, c'est une note qui est généreuse, mais en fait, l'expérience qu'on donne aussi là-bas. Et pour moi, justifie cette note-là aussi. Maintenant, l'ambiance. Je l'ai dit, les fans sont engagés. C'est tellement loud lorsqu'on est assis dans le building puis qu'il y a une ambiance dans ce match-là. Nous, c'est un match qui s'est réglé très, très serré contre l'Avalanche du Colorado. Il y a Bailey, la mascotte, qui se promène partout, qui fasse sur une grosse caisse pour faire lever la foule. Il y a de la musique, il y a des DJ qui sont là. Il y a souvent même des stars. Il n'y en avait pas quand moi je suis allé, mais il y a souvent des stars. Vous pouvez voir Will Ferrell qui, notamment, va souvent voir les Kings. Il y a Snoop Dogg qui est un gros fan de hockey aussi qui se promène entre les Kings et les Ducks, chose qui n'est pas souvent permise en Californie. Mais l'ambiance, pour avoir vécu des 5 sur 5, celle-là, je vais y aller avec un 4 sur 5. Très intéressante, je vous le dis. Puis, c'est pas méchant non plus de sortir de l'aréna en plein hiver et d'être en short et en t-shirt non plus. Donc, ça aide également à l'ambiance générale et l'expérience client. Par la suite, les prix dans l'aréna, c'est pas si cher que ça, aller voir les Kings. Moins cher, par exemple, que ce qu'on peut vivre au Centre Bell. Et donc, le prix du billet n'est pas si dispendieux que ça. Également, le prix de la bouffe aussi est quand même assez raisonnable. J'ai vu des endroits qui sont mieux que ça. On va vous en parler un petit peu plus tard dans la saison, mais on est capable de, encore une fois, là, si on se promène avec 20-30 $, on est capable d'avoir quelque chose qui est quand même assez raisonnable et le prix de la bière locale n'est pas si élevé que ça. On parle d'à peu près un 15 $. Oui, je sais, c'est en US, mais on ne peut rien faire. Malheureusement, on vit au Canada ici où est-ce que notre dollar est moins élevé que celui des États-Unis, mais pour une bière locale, ça se prend quand même assez bien, puis très intéressant. Donc, au niveau des prix, j'y vais avec un 3,8 sur 5. 3,8 sur 5 au niveau des prix. Puis maintenant, la bouffe. C'est là que le bas blesse. Moi, j'ai tout le temps un petit peu de misère quand je vois que tu as les mêmes concessions dans un aréna qu'à l'aéroport, par exemple. Oui, il y a des options de bouffe locale. Tu peux avoir un certain menu un petit peu plus haut de gamme. Dans un restaurant mexicain, par exemple, où est-ce que tu as des choix santé, où est-ce que tu as des tacos. Tu peux manger des fish tacos pendant le match. Mais à part peut-être certaines concessions là, qui sont stand-alone au Crypto.com Arena, donc c'est-à-dire un seul endroit où est-ce que faut que tu te rendes. Admettons, tu es au niveau 300, puis tu as cet endroit-là où est-ce que tu peux avoir des super bons tacos de poisson. Bien, ça, c'est en bas. Tu sais, je trouve ça plate de devoir me déplacer. Puis, tu n'as pas tant de temps que ça non plus pour le faire entre les périodes. Il faudrait que tu arrives très, très, très tôt pour le faire. Je pense qu'on pourrait continuer d'améliorer l'expérience. Je vous ai fait un petit food review en fait, c'est un hot dog saucisse qui est. Oui, vous allez me dire qu'un hot dog saucisse, c'est tout à fait normal, mais on vendait ça comme la grosse saucisse locale haut de gamme, puis finalement, non.
c'était pas si bon que ça. Donc, je vais avec un 3,5 sur 5 au niveau de la bouffe à ce moment-là, mais quand même une excellente expérience, une excellente bonne expérience. Les visiteurs, le podcast. Alors, tout ça donne une note finale de 83,2 au Crypto.com Arena de Los Angeles. J'espère qu'on a réussi à vous démontrer les différences entre le marché du hockey dans le sud de la Californie et entre Montréal. J'espère que vous avez appris avec nous autres, que vous avez découvert, que vous avez apprécié surtout, puis surtout qu'on vous a donné le goût d'aller voir du sport là-bas, surtout du hockey, d'aller voir les Kings. Merci également à l'organisation des Kings qui en a été une de première classe en rendant les joueurs disponibles, en rendant leur président disponible durant un match également. On ne voit pas ça beaucoup dans le monde sportif et on a été accueillis comme des rois. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette première épisode des Visiteurs. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes nos plateformes de médias sociaux pour encore plus de contenu inédit, encore une fois. Et dans le prochain épisode, on vous présente encore dans le sud de la Californie, cette fois-ci Anaheim avec Jean-Sébastien Giguère, Benoît-Olivier Groux et le jeune Tristan Luneau. Bien hâte de vous amener dans une nouvelle destination avec nous dans Les Visiteurs, le tout présenté par billet.ca. Soyez là!